Et bienvenue au nouvel épisode du Sang Show, épisode 2. Donc aujourd'hui on va parler du UFC Fight Night Austin et on va débriefer l'UFC 275 ensemble. Donc comment ça va Arthur? Qu'est-ce que tu as pensé de ce UFC 275? Je suis ému, je suis triste, je suis bouleversé. C'était un truc de ouf. Je suis confus, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vu un combat back and forth, un des combats les plus beaux qu'on a vu cette année, de sûr. Avec des switches de momentum à droite, à gauche. Même si Glover s'imposait, on va dire, il s'imposait sur la majorité du combat, mais il a quand même pris cher dans pas mal de moments. Il avait monté Yuri Prochazka, il n'arrivait pas vraiment à le contrôler. Il l'a monté au moins 4 ou 5 fois au moins. Ouais, quand même. Il l'a eu dans des sales histoires. Il n'a pas réussi à finaliser. J'ai du mal à comprendre. J'ai pas compris quelques décisions qu'il a fait dans le grappling. Je pense qu'il aurait pu terminer ce combat avant. Mais les deux ont pris des mauvaises décisions tout le long du combat. C'est vrai. Prochazka qui à chaque fois revenait avec les flying knee et du coup il se faisait takedown à chaque fois par Glover. C'était ouf, et la finalité qui aurait pu prédire que ça allait se finir comme ça. Surtout un étranglement sans les. Il contrôlait pas le dos, quoi, tu vois. Donc, qui a tapé à 40 secondes, ouais. C'est un truc. Je crois qu'il restait 26 secondes. Ouais. C'est ça. Mais bon. Ouais, ensuite il y avait le KO de Joanna. Joanna Jędrzejczyk. Sale. Ouais. On avait dit dans l'épisode précédent que. Ouais, je voyais un KO, mais je le voyais un peu plus tard dans le combat. Je voyais pas un tel écart entre les deux. Mais c'est vrai que c'était une masterclass de Weili Zhang. Et, dominant du début à la fin. Et ouais, comme je disais, je pense que c'est la différence elle a continué à s'entraîner, elle a progressé. Et à combattre aussi. Ouais, et à combattre. Même si c'était 2 défaites, c'était quand même contre Rose. C'est clair. Et Jędrzejczyk, du coup, qui a pris sa retraite aussi. Ouais. Bien mérité. Bien joué pour elle, bonne carrière. Franchement, y a pas à rougir. Et qu'est-ce qu'on avait parlé aussi de Shevchenko? Ouais, Shevchenko, je voyais pas ça, hein, mais au final, ouais. Ça parle de robberie. Beaucoup parlent d'un vol. C'est vrai, je pense que Talia a gagné, mais de là à dire où c'est un vol, c'était quand même assez serré, on va dire. Oui, je pense que Talia Santos a gagné, mais c'est pas non plus un vol complet, quoi. Il y a des arguments pour donner à Shevchenko. Sur la différence dans le striking, ouais, quand tu regardes les significant strikes, ouais, c'est sûr. Après, niveau contrôle, octagon control et grappling, franchement, Taila Santos, elle a été impressionnante contre Valentina de faire ça. Ouais. Oui, les deux premiers, je dirais de sûr. Et puis on avait parlé de Manel Capé aussi contre Roguiro Bontorin. Malheureusement annulé. Ouais, annulé. Je crois que c'est un problème de sèche pendant la cut, non? Roguiro Bontorin. Ouais, apparemment il est tombé malade, il a fini à l'hôpital, ouais, après. Donc voilà. Ça, sur 25 pounds, ils font des cuts de malade pour faire ce poids-là. Il y a eu des beaux KO aussi, Jake de la Maddalena. Ouais. Beau KO. Attendu, tu t'y attendais. Ouais. Deuxième combat à l'UFC, deuxième KO au premier round, si je dis pas de bêtises, et ouais, ça promet du lourd. Qui a failli se faire étrangler à un moment donné, ouais. Qui en est sorti. Ouais, qui en est sorti, ouais. Ouais, beau combat. Et André Fialho aussi qui était attendu. Ah oui. Oui. Ça d'ailleurs, on était tous les deux, on pensait tous les deux qu'il allait gagner par KO. Ouais. Et Jake Matthews nous a surpris, ouais. Peut-être trop de combats d'affilée. Ouais, c'est vrai. 4e combat de l'année quand même. Donc voilà, ouais, ce sera tout pour l'UFC 275. On va maintenant passer à l'UFC de ce week-end. l'UFC Austin. Donc on va parler de 7 combats en tout. Donc on va commencer avec les 3 premiers et on finira avec les 4 derniers. Donc on commence tout de suite avec Eddie Wineland contre Cody Stamann. Et si je pouvais juste dire quelque chose, en fait, l'ordre de cette carte n'a quasiment aucun sens. On a des vétérans de l'UFC comme Cody Stamann qui sont au 2 ou 3e combat de la carte. Et on a des combats féminins qui font leur début à l'UFC qui sont au milieu de la carte. Donc je comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait ça. Peut-être c'est pour attirer des yeux dès que ça commence. Parce que ça commence à 1h je crois les prelims. Heure de Vegas. Donc ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. C'est pour ça qu'on a
On va parler des 3 premiers combats de la carte, et généralement c'est pas forcément ça qu'on va faire dans les épisodes. Mais l'ordre de la carte n'a aucun sens pour moi. On va commencer avec le premier combat de la soirée, Phil Hawes contre Deron Winn. Phil Hawes à 1,40 et Deron Winn à 2,95. Phil Hawes qui est favori. On se souvient qu'il a battu Nassourdine Imavov. Par décision, hein, c'était une décision split, majority decision. C'est quoi, c'est une split en fait? Il me semble que c'était une split décision contre Nassourdine. Ouais. C'était un peu contesté parce que Nassourdine avait fini le combat assez fort au 3e round. Mais il y a de bons arguments pour dire que Phil Hawes avait gagné. Là, je vais regarder son dernier combat. Il me semble, c'était le KO de Chris Curtis. Et ouais, il s'était fait prendre au premier round par Chris Curtis avec un left hook. Il gagnait, attention, il gagnait le combat de large. Hein. Quand vous regardez les numéros sur les chiffres sur le premier round, c'était. Mais bon, Chris Curtis, un vétéran du game, un mec qui va pas se laisser. Qui va pas se laisser faire, quoi. Il va être là jusqu'au bout, et il était jusqu'au bout du premier round, et c'est tout ce qu'il avait besoin. Mais contre Deron Winn, un très 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 gros lutteur sur le papier, un coach de lutte d'ailleurs qui est un des meilleurs amis à Daniel Cormier. Et il coach la lutte dans un lycée tous les deux. D'accord. C'est leur programme. Mais lourd en lutte, mais en MMA à l'UFC, si on se souvient, je me rappelle, je l'ai vu se faire étrangler contre un Gérard Merchat, GM3. Je me rappelle, c'était une rear naked choke, c'était, il me semble, au 2e round. Et ensuite perdre la décision à Darren Stewart, le dentiste, qui n'est plus à l'UFC, c'est un Anglais, un mec avec du gros pouvoir dans les mains. Et le truc, c'est que Darren, c'est pas un super gros lutteur, quoi. Il est pas vraiment connu pour son sol, et malgré les accolades de lutte de Deron Winn, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer autant sur Darren Stewart, même s'il l'a takedown, mais c'était pas impressionnant. Je pense qu'il est beaucoup trop petit pour la weight class. Je suis obligé d'aller avec Phil Hawes. Ouais, moi aussi, je vais te suivre là-dessus. Ouais. Je pense que Phil Hawes, qui a perdu son dernier combat. Ah non. Ouais, non, perdu contre Chris Curtis, contre Chris Curtis. Mais ouais, je le vois chaud, contre Deron Winn. Et là-dessus, je vais suivre les bookmakers. Ouais, on est obligé. Avec une victoire de Chris Curtis, tu crois une décision, peut-être? Une victoire de Phil Hawes. De Phil Hawes. Bien sûr. Non, moi je peux voir un KO. Hein. Je peux voir un KO. Phil Hawes, c'est... Il a du pouvoir dans les mains, il a une grosse lutte. Je pense qu'il va pouvoir contrer la lutte de Deron Winn. Deron Winn est beaucoup trop petit pour la division. J'ai pas sa taille exactement. Il a 1m68 contre 1m83. 1m83, Donc niveau allonge, tu vois, c'est mort. Je pense qu'il a pas vraiment la seule façon dont Deron Winn pourrait gagner. Pour moi, c'est par décision. Et Phil Hawes, il peut gagner de n'importe quelle façon, en fait. Peut-être le lutter, il a une bonne lutte, Phil Hawes. Très bonne lutte. Mais il l'utilise pas trop à MMA parce qu'il met beaucoup de KO. Mais c'est là, quoi, tu vois. Ça va être compliqué pour Deron Winn. Ouais, compliqué. Ok. Donc on est tous les deux sur une victoire de Phil Hawes. Ouais. Et on passe au prochain combat. Prochain combat, Kyle Dacos contre Roman Dolidze. Kyle Dacos à 1,44 avec un record de 11-2 et Roman Dolidze qui est à 2,75 avec un record de 9-1. C'est compliqué là sur ce combat. Ils ont à peu près le même niveau, à peu près le même nombre de défaites. 9-1, 11-2. Les bookmakers voient Kyle Dacos. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Arthur? Ouais, on se rappelle du dernier combat de Kyle Dacos. Il avait fait une Darce choke à la dernière seconde du premier round, il me semble. Impressionnant. Avant ça, il avait eu le combat bizarre avec Kevin Holland. Je sais pas si tu t'en rappelles. Il y avait eu un KO par coup de tête. Ouais. Et du coup, ça a été. Mais bon, il gagnait. D'ailleurs, il l'a fait taper, Kevin. Mais avant qu'il se fasse taper, en fait, il se sont rendu compte avec la caméra qu'il s'était fait KO sur le coup de tête. Donc c'était un combat vraiment bizarre. Mais bon, pour moi, ça aurait quand même été une victoire contre Kevin Holland. Il aurait gagné, Et il a perdu contre Phil Hawes. Donc on parlait de Phil Hawes juste avant.
Il a gagné contre Dustin Stofus et il a perdu contre Brendan Allen, mais beaucoup de gens perdent contre Brendan Allen. Il a perdu une décision. Il est très chaud. Ouais, Brendan Allen est vraiment chaud. Et comparé à Roman Dolidze qui, et sa seule défaite c'était Trevin Giles, donc un très très bon combattant. Qui est pas forcément connu pour sa cardio. Et dans le combat contre Trevin Giles, Roman Dolidze était plus fatigué que Trevin Giles au troisième round. Tu vois ce que je veux dire? Donc contre un mec comme Kyle Daukaus qui est battle tested, il a partagé la cage avec vraiment des gros noms. Je sais qu'ils ont un record similaire, mais niveau opposition, moi je trouve que comme Kyle Daukaus, il a affronté du lourd, beaucoup plus lourd que Roman Dolidze. Il est un peu plus jeune, mais ouais, ça veut pas dire grand chose. Moi je prends Kyle Daukaus. Ça risque d'être une décision parce que Roman Dolidze a un très bon sol et une très bonne lutte aussi. C'est un striker à la base, mais très bon sol et très bonne lutte, il sait s'adapter s'il y a besoin. Donc moi je vois une décision de Kyle Daukaus. Ouais, moi je sais pas s'il y a pas peut-être un billet à faire sur Roman Dolidze. 2,75 c'est quand même une belle cote. Ouais, c'est vrai. Et pour un mec qui a perdu qu'une seule fois contre un bon combattant par décision. Il gagne beaucoup par décision dernièrement. Ah, son dernier combat était horrible. Ouais. Un des trucs les plus ennuyants que... Ah ouais. Ouais, donc ouais. Après, ouais, il a gagné beaucoup, mais c'était dans d'autres formations à WWFC, où il gagnait où il a beaucoup gagné par KO dans les premiers rounds. Mais c'est vrai qu'à l'UFC, c'est pas ça, c'est des décisions. Donc... Et Roman Dolidze, vu qu'il a eu 2 combats super ennuyeux, les 2 derniers, il va sûrement se mettre un peu le feu au cul. En plus, là, de toute façon, Kyle Daukaus va lui ramener le feu quoi qu'il arrive. Ouais, donc c'est chaud. Moi je reste sur Kyle. Ok, là, je crois qu'on a tout dit là pour ce combat. Ouais. Prochain combat du coup. Prochain combat, Eddie Wineland contre Cody Statham. Donc Cody Statham, un de mes teammates, je m'entraîne avec lui depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant peut-être. Je m'entraîne avec lui. Très 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 bon lutteur, très bonne main, bon boxeur. Il est pas, les soumissions c'est pas trop son truc, mais il est très habitué à faire du grappling avec des gros noms tout le temps. Il est 19-5 contre Eddie Wineland qui est 24-15. Je te laisse dire les cotes. Ouais, Eddie Wineland qui a 4,20 et Cody Statham 1,22. Donc Cody Statham hyper favori. Ouais, là c'est dur. Hein. Je sais que tu vas pas me dire de parier pour Eddie Wineland. Les bookmakers te font la même, te disent la même chose. Ouais, là il y a aucun respect pour Eddie Wineland. Donc qui a perdu contre John Castañeda et Sean O'Malley. Ouais, Sean O'Malley dernièrement, c'est dur de pas perdre contre lui. Ouais, il faut pas rougir. Et John Castañeda au premier round par KO. À la fin du premier round, je me rappelle. Il gagnait au début, hein. Mais bon, ouais. L'important c'est le résultat. Et ouais, ça risque d'être compliqué pour lui, ouais. 37 ans, un vétéran. Ouais, peut-être un début de fin de carrière pour lui. Ouais, en plus dans cette catégorie, c'est chaud. Qui a besoin de gagner. Ouais. Et on note quand même que Eddie Wineland avait la ceinture du WEC à l'époque. Donc il a quand même été champion du monde pour la WEC qui a ensuite été rachetée par l'UFC. Donc quand même un très bel accomplissement. C'est pas non plus un PD, tu vois. C'est quand même, ouais, il a quand même un beau record, 24-15. Et il a combattu tout le monde. Une belle carrière. Et donc ouais, contre Cody Statham. Sa dernière victoire était contre Brian Kelleher à Fight Island. On se rappelle d'une décision vraiment dominante. Ensuite, pour reprendre un combat en short notice contre Jimmy Rivera, qui était 22-4 à l'époque, il perd une décision assez close, mais bon, il avait perdu. Ensuite, il combat Merab Dvalishvili, tu vois, quand même, c'est des gros noms. Une décision super close. Vraiment, on ne savait pas qui avait gagné. Et ensuite, une très sale défaite contre Said Nurmagomedov. Il me semble que c'était 40 secondes. Là, avec une soumission, il y a écrit guillotine choc sur Tapology, mais c'était comme une guillotine.
Guillotine choke, ouais, il avait shooté un single leg et Saïd l'avait, je sais pas si tu te rappelles, il l'avait pris direct. Et ouais, donc ouais. Saïd après un mec que je vois champion plus tard. Ouais, l'UFC lui a pas fait de cadeau. Ouais, non, c'est sûr. Depuis le début de sa carrière, après, il a toujours combattu que des gros noms. Il a battu Tom Duquesnoy, tu vois, quand même. Mais ouais, moi je vois Cody Stenham, stoppage sûrement. Ah ouais. Un TKO sûrement à la fin du deuxième round, je dirais. Ok, je vais te suivre là-dessus. Ouais, donc victoire de Cody Stamann à mettre sur un parlay. Sur un parlay, ouais, à 1,22. Ça paye pas énormément. Après, si vous êtes chaud et vous voulez tenter le Tim Weinland à 4,20, pourquoi pas, mais ça va être compliqué. On voit quand même que l'UFC fait un petit. Ils veulent vraiment continuer à travailler avec Cody Stenham, mais ils essayent un peu de lui faire remonter la pente. Après, c'est pas non plus. C'est quand même un mec qui avait la ceinture du WC, donc c'est quand même un gros nom sur le papier. Mais là où il est dans sa carrière aujourd'hui, en sortant de 2 défaites par KO quand même contre Cody Stenham, tu vois ce que je veux dire, c'est. Les faiblesses de Cody, c'est plutôt les soumissions. Et j'ai du mal à voir Eddie arriver à faire quoi que ce soit contre Cody au sol. Il pourrait le soumettre, mais est-ce qu'il va réussir à le takedown? Impossible. Et même si Cody le takedown, il va pas se faire soumettre en étant au-dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à le voir. Donc ouais. Ok, donc victoire de Cody Stamann. Et on passe donc au prochain combat. Joaquin Buckley contre Albert Duraev. Ouais. Joaquin Buckley 2,65 contre Albert Duraev qui est 1,47. Qu'est-ce que tu vois toi, Arthur? Tu suis le bookmaker ou tu mets un petit billet sur Joaquin Buckley? Moi je mets un petit billet sur Joaquin Buckley. Il a gagné 4 combats de ses 5 derniers. Une sale défaite, 2 combats avant contre Alessio Di Chirico, on se rappelle au premier round avec un sale head kick, c'était vraiment sale. Le high kick de Ninja, non? Ouais, exactement. Ensuite, Chicao Antonio Arroyo, un bon combattant mais qui me semble n'est plus à l'UFC maintenant. Et il a fait un sale combat aussi contre Abdul Razak Al Hassan. Ça par contre il m'a vraiment impressionné, il avait utilisé tous les aspects possibles du MMA, il a montré du ground game, il a montré son striking, il a montré tout, sa pression, franchement, contre un mec comme Abdul Razak Al Hassan qui... Enfin, tout le monde voyait un KO au premier round pour ce combat. Et tous les deux ont montré franchement une bonne cardio. Je me souviens, j'avais parié Abdul sur ce combat. Ouais. Ah mais c'était pas un mauvais pari. Ouais. Et ouais, perdu par décision, split décision. Par contre, contre un Albert Duraev qui, voilà, il est 15-3, mais qui ressort de 5 défaites, ses 5 derniers combats tout gagnés. Et il gagne des combats contre des mecs chauds, tu vois. Il gagne à ACB, c'est Akhmat MMA, le truc en Russie où il y a que des killers, quoi. Voilà, par soumission, rear naked choke, KO, TKO, ça c'est contre des Russes, hein, mais mec 32-5 quand même. Donc ouais, je comprends les bookmakers. Il a fait une belle soumission sur le Contender Series, son combat avant le dernier, et ensuite premier début à l'UFC il y a 6 mois contre Roman Kopylov 8-1, il a gagné par décision. C'était pas non plus le combat le plus excitant qu'on ait vu de lui, mais quand même, voilà, quand même il est invaincu à l'UFC. Mais contre un Joaquin Buckley qui a l'habitude de combattre un peu tout le monde, qui a l'habitude d'être sur des gros stages. Je crois qu'il avait la ceinture de LFA, il avait combattu pour Bellator également. Ça fait pas mal de combats à l'UFC. Il a eu un des meilleurs KO de tous les temps. Il croit vraiment en lui. Moi, je pense qu'il peut trouver des ouvertures sur Albert El Craqué, quoi. Tu dirais une décision ou Non, je dirais un finish de Joaquin Buckley. Ah ouais, carrément. Ouais, finish. Ouais. Et toi? Ouais. J'ai du mal à voir Joaquin Buckley battre un russe, un lutteur de ce type. Mais pourquoi pas, ouais, après c'est sûr que à mettre sur un parlay ça peut être sympa, mais de Joaquin Buckley. Mais quand même j'ai du mal à le voir. Au sol la lutte on le voit à chaque fois le contrôle, même s'il résiste Joaquin Buckley, c'était dur quand même sur son dernier combat, on aurait pu donner la victoire à Abdul.
à Abdul sur son dernier combat, c'était une split décision. Ouais, c'est vrai, c'était serré. Ouais. Et je me dis que là, contre Albert Duraev, ça peut être chaud. Donc moi, je vais suivre les bookmakers là-dessus. C'est compréhensible. Je vais rester sur Albert Duraev. Voilà, je crois que c'est tout pour moi, pour ce combat. Ça va être un beau combat quand même. J'ai peur que ça soit quand même, ça peut être aussi un combat où ça va être beaucoup de lutte, beaucoup au sol, contre la cage, beaucoup de takedowns, de se relever, des takedowns. Ouais. C'est dans la grande cage, on se rappelle, hein, à l'UFC Austin, donc c'est pas à l'Apex, ça va être une cage un peu plus grande. Joaquin a un peu plus de chances de travailler, de trouver des ouvertures dans les clinch situations et de toute façon le combat commence debout, donc je te comprends. J'essaie juste de trouver des... Je vois de la valeur dans Joaquin, donc j'essaie de le justifier en fait. Mais je te comprends. Et après c'est un combat. Tout peut arriver. Je pense qu'on a fini sur celui-là. Ouais. On va passer donc à Tim Means contre Kevin Holland. Kevin Holland favori à 1,42 et Tim Means 2,83. Donc Kevin Holland qui est favori, qui vient d'une victoire contre Alex Oliveira. On se souvient par TKO au deuxième round, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et juste avant ça, donc 2 défaites, une contre Marvin Vettori par unanimous décision. Et Derek Brunson aussi par décision. Donc à chaque fois il s'était fait lutter, mettre au sol. On dit qu'il revient, il s'est entraîné pas mal sur son point faible. Il revient un petit peu sur ça. Il a battu Alex Oliveira qui a failli le soumettre. Et il y avait aussi le combat entre ces 2 défaites et sa dernière victoire contre Kyle Dacos dont on parlait tout à l'heure. Un coup de tête accidentel qui avait stoppé le combat et donné un no contest. Mais dans lequel il s'est fait contrôler et soumettre d'ailleurs. Et ouais, c'est vrai. Et Tim Means qui vient de 3 victoires d'affilée, donc qui est underdog, à 2,83 quand même, qui vient d'une victoire contre Nicolas Dalby, Mike Perry et Laureano Staropoli, toutes 3 par décision. Quand même assez âgé, 38 ans, un vétéran aussi de l'UFC. Tim Means, qu'est-ce que tu vois toi Arthur, ce combat? Je suis d'accord qu'on n'a pas forcément vu une super amélioration de la lutte de Kevin Holland, mais je pense pas que dans ce combat il en aura besoin. Même si Tim Means est un bon grappleur, un relativement bon lutteur, il est bon partout quoi. C'est un vrai combattant, tu vois le mec. Il a pas combattu à l'UFC pendant quelques années, je crois il était parti en 11 pendant un petit temps. Après quand il est revenu, c'est ses 5 derniers combats depuis qu'il est revenu. Thiago Alves il a réussi à soumettre Thiago Alves quand même, qui est celui qui a soumis Colby Covington. Il faut quand même noter. Hein. Attention, je sais que les maths du MMA ça marche pas, mais ensuite il s'est fait soumettre par Daniel Rodriguez, faut pas rougir. Et comme tu viens de décrire les 3 dernières victoires par décision, vraiment dominant. Je me rappelle plus de celui contre Laureano, mais je me rappelle très bien de celui contre Mike Perry. C'était vraiment une belle boxe qu'il a démontré dans ce combat. Dominant en utilisant le jab et tout, franchement correct. Contre un bon combattant à Mike Perry. Et Nicolas Dalby qui est aussi très bon. Et d'ailleurs, Nicolas Dalby a battu Daniel Rodriguez. Donc c'est vraiment un mec qui est... Le Dirty Bird, il s'appelle, tu vois, il est allé de partout. Il a vraiment beaucoup d'expérience. Ceci dit, je pense pas qu'il aura assez de lutte pour vraiment réussir à contrôler Kevin Holland et faire quelque chose avec. Je suis déjà entraîné avec Kevin Holland en grappling et c'est une ceinture noire en jiu-jitsu, en grappling, c'est une ceinture noire. C'est juste que sa lutte, c'est pas un secret. C'est sûr qu'il a pas la meilleure lutte, quoi. Surtout dans la catégorie à 185 où il combattait avant. Je vois quand même Kevin Holland qui peut faire quelque chose. Je vois un TKO, je vois un truc avec quelque chose d'inorthodoxe. Il faut quand même se rappeler qu'il a KO Jacare Souza à 185 Kevin Holland. Donc moi je prends sur un KO ou TKO de Kevin Holland. Ouais, moi je te suis là-dessus aussi. Deuxième ou troisième round. Ouais. Mais ça risque d'être chaud au premier. Ouais, il aime bien. Ouais. Mais il va finir par gagner, je pense. Donc ouais, victoire par KO de Kevin Holland.
Et puis je crois que c'est tout pour ce combat-là. Ouais, on Vous voulez passe, ajouter quelque chose. on passe au coming. On passe donc au co-main event, Donald Cerrone contre Joe Lauzon. Donc Donald Cerrone contre Joe Lauzon, Donald Cerrone qui est favori à 1,60, qu'on ne présente plus, donc Donald Cerrone, vétéran, avec un record de 36-16. Et Joe Lauzon aussi, vétéran quand même de l'UFC, 28-15, donc qui est underdog à 2,34. Qu'est-ce que tu vois là-dessus, Arthur? Tu tentes le underdog? Moi, je vois un cowboy qui a perdu ses 6 derniers combats. Il y avait une draw, égalité avec Nico Price, mais bon, parce que Nico Price a eu un point enlevé, déduit, mais sans ça, il gagnait la décision haut la main. Contre Joe Lauzon, un peu inactif ces dernières années, hein. 5 combats en 5 ans, 3 défaites, 2 victoires, on est d'accord, mais il a quand même KO Jonathan Pierce, un prospect, vraiment un gros prospect, surtout à l'époque où il l'a battu. Par KO, c'était quand même il y a 2 ans et 7 mois. Contre un cowboy qui a été actif, mais il a été actif en se prenant du sale, tu vois, quand même. Ouais, Donc, c'est pas beau à voir à chaque fois. moi, je préfère voir un mec qui a été inactif dans la cage, surtout à cet âge-là, ayant 38 ans, c'est pas à cette catégorie, c'est pas vieux, mais considérant tous les combats qu'ils ont eu, 38 ans avec tous les combats qu'ils ont eu, c'est quand même, tu vois, c'est quand même plutôt vers la fin de leur carrière. Et on voit un Joe Lauzon qui s'entraîne souvent, tout le temps, il coach, c'est un mec qui vit la vie de fighter, quoi qu'il arrive, qu'il ait un combat ou pas. Contre un cowboy Cerrone qui combat beaucoup, mais qui perd beaucoup, tu vois, qui a l'habitude. Ouais. Là, le mental, j'ai l'impression, ça va pas trop. Sans rentrer dans les détails, je l'ai déjà croisé dans des gyms, j'ai pas l'impression de le voir super motivé. Ouais, moi j'ai du mal à voir Cowboy gagner des combats à cette époque-là. J'ai l'impression qu'il a pris trop de dommages, trop de défaites. Et combattant légendaire, mais je dois prendre Joe Lauzon, surtout avec les odds. Enfin, autant prendre Joe Lauzon, quoi. Ouais, moi je te suis là-dessus. Je pense que Joe Lauzon, ouais, qui comme tu le dis, ouais, était absent pendant longtemps, mais qui a l'air, qui veut ce combat. Mais déjà, on se souvient qu'il devait avoir lieu, ce combat devait avoir lieu il y a un mois de ça. Ouais. Et annulé juste à la dernière minute, même après la pesée par Donald Cerrone pour une indigestion, enfin un empoisonnement alimentaire. Donc chose qui est très frustrante pour vous les combattants. J'imagine qu'il a vraiment envie de ce combat et du coup il a une petite rancœur contre Donald Cerrone. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi ça rajoute. Je te rejoins. Pour Joe Lauzon. Et donc ouais, je vois une victoire de Joe Lauzon. Peut-être par la décision ou même un KO, une soumission. Hein, une soumission, ce serait pas impossible. Il a des soumissions à son actif. Ouais, très bon grappleur. Tous les deux très bons grappleurs. Donc ouais, moi je reste sur une victoire de Joe Lauzon, une cote à 2,34. Ça se tente à mettre sur un parlay avec 2-3 combats sûrs. Ça fait ça multiplie le parlay, ça multiplie la cote. Ça peut faire un beau ticket. Et ouais, donc Donald Cerrone, je verrais bien annoncer sa retraite après ce combat. Il dit qu'il en veut 2, y compris celui-là, mais ouais, Je crois qu'il disait qu'il voulait plus combat dans une de ses dernières interviews. Il disait qu'il avait plus trop envie. Mais il savait plus trop ce qu'il faisait là. Je crois que c'était après l'intoxication alimentaire. Il a mis une vidéo en disant il me reste 2 combats à l'UFC. Donc après, ouais, dans tous les 2 cas, je te rejoins sur lui. Donc on est tous les deux d'accord sur Joe Lauzon. 2,34, une belle cote contre Donald Cerrone. Une victoire donc. Qu'est-ce que tu dis toi? Moi je prends le TKO au premier ou deuxième round. Ouais, moi je reste sur une décision. Je prends la décision. Ok, donc on passe au main event. Ouais, Calvin Kattar contre Josh Emmett. C'est du sale. Attention. Donc Calvin Kattar qui est favori à 1,42 avec un record de 23,5.
contre Josh Emmett, un record de 17-2 et underdog à 2,85. Moi j'ai Calvin Kattar, même si il respect quand même à Josh Emmett qui est 17-2, deux seules défaites et pas contre n'importe qui. Sa dernière défaite contre Jeremy Stephens que Calvin Kattar a battu, mais c'était il y a 4 ans. Donc quand même ouais, grosse figure de l'UFC. Des victoires Danny Gay, Shane Burgos, Mirsad Bektic et Michael Johnson. Ouais, c'est le chaos. Ouais, donc et Calvin Kattar qui lui aussi enchaîne les victoires, mais les défaites, mais contre pas n'importe qui aussi, Max Holloway. Donc ouais, 3 victoires et 2 défaites. Donc une défaite contre Max Holloway et contre Zabit Magomed Sharipov. C'est pas n'importe qui. Avec un astérix, si je me permets, contre Magomed Sharipov, c'était en Russie, ils étaient censés combattre 5 rounds. Et Magomed Sharipov a dit qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas faire quelque chose, je ne me rappelle pas l'excuse, mais il a demandé que ce soit 3 rounds. Et Zabit a largement perdu le 3e round. Donc si ça avait été supposé comme c'était signé 5 rounds, moi je voyais Calvin gagnant. Mais ouais, continue, désolé. Ouais, donc et donc sa dernière victoire contre Giga Chikadze, qui était lui-même underdog, Calvin Kattar, et qui lui a fait une masterclass. Ouais, chaud. Donc ouais, je vois Calvin Kattar, mais c'est quand même chaud. Qu'est-ce que t'as dit toi? Le problème avec Josh Emmett, c'est qu'on regarde quelqu'un qui, ses 10 derniers combats, a mis 11 knockdowns. Tu vois ce que je veux dire? Donc chaque combat qu'il fait, il met knockdown. Les mecs, même dans ses défaites, même dans les combats où il perd, il met le mec knockdown. Donc t'es jamais à l'abri de son pouvoir. Lutteur à la base, mais il est tombé amoureux de ses mains, il a des KO de partout, dans toutes les organisations. Le seul truc, c'est que je pense que après Max Holloway, Calvin Kattar est le 2e meilleur boxeur à l'UFC actuellement. Je tiens à préciser que c'est ma catégorie, donc je follow vraiment tous les fighters dans cette catégorie et que Calvin Kattar est mon combattant préféré. Donc je suis vraiment j'ai parti pris pour Calvin Kattar, mais je pense qu'il est trop clean, je pense qu'il est trop intelligent et je pense qu'il peut gagner de façon. Si Michael Jackson a réussi à mettre KO Josh Emmett, je vois Calvin Kattar qui peut le mettre KO aussi, tu vois. Après ça veut rien dire, mais Calvin il est trop clean pour moi. Je pense qu'il va pas jouer. Il aime bien se mettre en danger et jouer avec le feu, mais il contrôle le chaos. Il contrôle le chaos, quoi. Donc, je vois gagner Calvin soit par un late TKO ou par une décision en étant vraiment plus clean. Josh Emmett, il envoie des loopy punch, tu sais. Il envoie pas, il travaille pas vraiment derrière le jab. Il envoie des singular strikes à chaque fois. C'est 1 ou 2. Tu les vois arriver. Je pense que Calvin est trop OP pour lui. Donc moi je suis sur du Calvin Kattar et j'aimerais le voir recombattre pour la ceinture. Non, il a jamais combattu pour la ceinture, mais j'aimerais le voir combattre pour la ceinture dans le futur. Je pense qu'il a vraiment du potentiel à être champion. Donc je reste sur Calvin par TKO ou par décision. Ouais, je vais te suivre là-dessus. Je pense que un TKO est largement possible pour Calvin Kattar. Donc ouais, pareil à mettre sur le parler. J'ai rien à ajouter, ouais, je crois que t'as tout dit là sur ce combat. C'est pareil, ouais, je vois quand même un Calvin Kattar plus fort sur le striking. Et ouais, je vois pas beaucoup d'armes à Josh Emmett pour battre Calvin Kattar. Ouais. Donc ouais, Calvin Kattar 1,42. Si tu devais faire un petit parler, tu avais un petit parler en tête ou... Ouais, un parler chaud. Je mettrais Calvin, Joe Lauzon, Cody Statham et Cal Dokos. Ouais. Ouais, moi j'ai Calvin Kattar, Joe Lauzon, Kevin Holland et Cody Statham. Ouais. Je vous mets toutes les cotes à l'écran. Et voilà, je crois qu'on a tout dit pour ce UFC. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose.
Non, et des fois, on est d'accord sur beaucoup de combats et on va être on va prendre beaucoup de favoris. Après, nous, on est des fous de MMA, on est vraiment investis dans le truc, on voit ce qui se passe, on est honnête avec les odds, tu vois, on va pas essayer de vous dire des underdogs juste pour vous exciter, il faut dire comme c'est. Et donc, ouais, voilà, non, c'est tout ce que j'ai à dire. On se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous follow, commenter, liker, nous dire ce que vous avez pensé.